On continue à tracer ces nouveaux horizons autour de ces nouvelles lignes, bien sûr, pour ce sommet du Grand Paris. Et on va s'intéresser au futur de l'esplanade de la Défense et de son quartier d'affaires. À quoi ressemblera-t-il d'ici une poignée d'années? Vous le savez, évidemment, le site est actuellement en pleine transformation. Les travaux sont prévus pour durer jusqu'en 2027-2028. On verra. Pour verdir, bien sûr, le site à dominante minérale aujourd'hui. Mais vous allez voir aussi que les travaux ne sont pas que cosmétiques. C'est une véritable mue, en fait, qui est en train de s'opérer sur l'esplanade de la Défense pour que le premier quartier d'affaires d'Europe puisse finalement continuer à être cité en exemple. Alors, pour voir quels sont les enjeux qui se posent, je reçois Pierre-Yves Guis. Bonjour. Et merci d'être avec nous, directeur général de Paris La Défense. Katayoun Panahi, bonjour, présidente de l'AUDE, l'association des utilisateurs de la Défense. Thierry Vachon, président honoraire de la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine. Bonjour et merci d'être avec nous. Richard Curnier, directeur régional Île-de-France de la Banque des Territoires. Et Éric Césari, vice-président de la métropole du Grand Paris. Je vais d'ailleurs commencer par vous, un peu d'histoire, si vous le voulez bien. Je vais vous demander de prendre un micro, parce que ce quartier d'affaires, c'est vrai qu'il a longtemps été un modèle, il l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, mais il a beaucoup évolué. Et on se souvient, si mes souvenirs sont bons, c'est 2007, le plan de relance. C'est le premier quartier d'affaires européen. C'est une vitrine aussi. Il y a eu pas mal d'à-coups comme ça donnés, pas mal de choses remises dans le moteur pour qu'il continue à fonctionner. Aujourd'hui, on en est où? Alors, il me faudrait toute la matinée pour vous répondre, mais je vais essayer d'être plus court. On a 42 minutes pour tracer l'avenir. Et puis, je ne suis pas tout seul. Non, mais sérieusement, je crois qu'il faut avoir en tête que le quartier d'affaires, c'est un outil au service du pays, et pas seulement des villes qui le composent, ou encore moins du département dans lequel il est implanté. C'est vraiment un outil national. Et son rang, vous l'avez souligné, de taille européenne et mondiale, en fait un véritable moteur pour l'économie française. Donc on ne peut pas se désintéresser de ce quartier d'affaires. Ce quartier d'affaires, il se rénove et il se rebâtit sur lui-même depuis la fin des années 50, quand il a été lancé avec le CNIT par le général de Gaulle. Et donc, dans le courant des années 60, vous avez les premières arrivées, les premières tours en 70, etc. Donc, bref, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, mais qui est vieillissant, entre guillemets, puisqu'il a une origine qui est désormais assez ancienne. Mais il a toujours été résilient. Et il mute en permanence. Voilà, il mute en permanence. Le seul sujet, vous l'avez un peu évoqué, et moi j'y reviens souvent, c'est que cet outil, encore une fois, au service du pays, et qui n'est pas juste l'intérêt économique des acteurs qui le composent, cet outil, il doit être aidé. Et l'État a une responsabilité. Alors certes, aujourd'hui, c'est un établissement public local qui pilote, ce sont les élus des villes et du département qui sont les maîtres du jeu, entre guillemets, mais l'État a un rôle particulier, et notamment, si on veut que la défense continue à prospérer, au-delà des actions que nous engageons au conseil d'administration, mais Pierre-Yves Guis en parlera bien mieux que moi, avec la raison d'être, avec le plan stratégique, il faut que l'État nous aide sur le plan des engagements et de la loi fiscale. Parce que, évidemment, on ne peut pas rénover des tours. C'est le seul endroit où vous avez un IGH dans ce pays, sans avoir le soutien de l'État pour faire muter, comme on l'a fait avec Nicolas Sarkozy en 2004-2007. On va effectivement en parler dans un instant, mais je vais me tourner vers vous, Katayoun Panahi, si vous le voulez bien, parce que quand on parle de mutation, forcément, on se dit il y a eu un avant et un après Covid. On s'est aussi aperçu que le quartier d'affaires ne pouvait pas continuer à exister tel qu'il était après le Covid. Les taux de vacances parlent d'eux-mêmes, je crois. Comment on fait justement pour relancer l'attrait de la Défense? Est-ce qu'il faut repenser le site? Et si oui, pour en faire quoi?
Alors absolument, bonjour à toutes et à tous. Éric Césari l'a dit, la défense a connu de multiples vies et s'est sans arrêt adaptée aux évolutions de son environnement. Dernière évolution en date, la pandémie, mais de manière plus générale d'ailleurs, la période de transition dans laquelle on évolue aujourd'hui, transition économique, écologique, sociale, sociétale. Oui, ça n'est pas vrai que pour la défense. Exactement. Et on voit bien que les nouveaux défis que le quartier va devoir relever, défis écologiques, hein, on parle de premier quartier post-carbone, défis liés aussi à l'évolution sociétale de rapport au travail, et notamment de déploiement du télétravail qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises ont réduit leur empreinte tertiaire d'à peu près 30%, pose la question du modèle. On voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas simplement à la fin d'une ère, à la fin d'un cycle pour la défense, on est vraiment à la fin d'une ère, on est à la fin d'un modèle. Non seulement le modèle tertiaire, c'est un quartier qui avait été réalisé pour être avant tout le premier quartier d'affaires, un quartier dédié aux affaires, à l'immobilier tertiaire. On voit bien qu'à l'heure où l'immobilier tertiaire est en récession, la question du modèle se pose. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers davantage de mixité, même si on ne fera sans doute jamais la ville du quart d'heure à la Défense, parce que la Défense dispose d'un certain nombre de spécificités et d'atouts incommensurables sur lesquels il faut évidemment capitaliser. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller vers davantage de mixité? C'est la question qui se pose. Est-ce que, en termes de modèle, le modèle même de l'aménagement, pas simplement à la Défense, mais partout sur le territoire national, peut se poser à l'heure du ZAN, zéro artificialisation nette, où il s'agit moins finalement de continuer à construire sur de nouveaux sols non artificialisés. Est-ce qu'il faut continuer à céder de nouveaux droits à construire, ou bien est-ce que l'enjeu n'est pas davantage dans la transformation de l'existant, à la Défense comme ailleurs? On voit bien que tous les modèles qui ont pu prévaloir jusqu'ici... Et a fortiori avec des immeubles de grande hauteur, comme le soulignait et a fortiori avec Éric les Césari. spécificités. Vous parliez du modèle, justement, Pierre-Yves Guis. Alors, est-ce que les bureaux, finalement, doivent rester des bureaux? Est-ce qu'on doit les penser autrement? C'est un peu la question qui se pose. Mais ça pose aussi, et j'imagine que vous êtes bien placé pour le savoir, deux problèmes. Le premier, c'est peut-être celui de qui finance. Vous l'avez évoqué. On va y venir, évidemment. Mais il y a aussi celui du foncier. Là, on est sur des problématiques de tours, avec une occupation bien particulière. Comment est-ce qu'on fait pour se projeter dans l'avenir quand on est à la tête de ce lieu si spécifique? Alors, merci également de l'invitation et d'aborder ce sujet qui est plus complexe et paradoxal qu'il n'y paraît, parce que c'est vrai que de tout temps, c'est pas propre à la période qu'on vit actuellement. La défense s'est beaucoup prêtée aux projections noires ou blanches. Donc, on a vu après le Covid, tout allait mal, etc. Et avant, tout allait bien. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. C'est un quartier qui conserve, on va venir au modèle après, mais en tant que forme urbaine, qu'objet territorial, économique, des atouts considérables. Il ne faut pas oublier qu'on y a accueilli il y a seulement quelques mois. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses, mais la première, avec le prolongement de la ligne 14, la première des grandes nouvelles infrastructures de transport lourd qui ont été lancées dans la décennie 2000, avec le prolongement du RER-E. Voilà, on parle de modèle économique. Il y a encore des ressources. Le prolongement du RER-E, c'est 5 milliards d'euros pour faire 3 gares, 3 km de tunnel. Donc, c'est beaucoup d'investissements publics pour une infrastructure qui transforme complètement l'usage du quartier et qui, d'une certaine manière, lui redonne, en tout cas potentiellement, un temps d'avance, une longueur d'avance en termes de polarité, de rayonnement économique, connectivité avec les métropoles européennes, etc. Mais à côté de ça, c'est ce qu'ont dit Éric et Katayoun, on est du point de vue urbain, du point de vue des usages, du point de vue de ce que raconte au quotidien le quartier pour ceux qui y vivent, qui y travaillent, sans doute au bout d'une histoire, au bout d'un modèle de cette ville naturellement monofonctionnaliste, héritée des Trente Glorieuses. Je vais vous poser la question un peu autrement. Je me dis, comment font les propriétaires d'immeubles pour penser cette transformation? Ils ont investi sur des immeubles, ils attendent un retour, et aujourd'hui on leur dit il faut changer de modèle. Ils risquent, dans un premier temps en tout cas, d'être perdants. Alors là aussi, il
inexact. C'est vrai qu'il y a peu de transactions au sens d'immeubles qui se vendent d'un investisseur à l'autre à la Défense depuis le Covid, mais il serait inexact. Il suffit d'aller se promener sur le territoire pour se rendre compte, d'imaginer que l'activité économique est arrêtée. En réalité, vous allez à la Défense, vous voyez plein de grues. Simplement, vous voyez une grue, deux, enfin en tout cas un chantier de construction d'immeubles neufs à l'ancienne. C'est le futur siège social de Total Energy. Ça devient progressivement l'exception, ce genre de projet. Et effectivement, la majorité des grues, des chantiers, de l'activité économique sur le quartier aujourd'hui, c'est de la rénovation d'immeubles existants. Donc rénovation soit de bureaux anciens pour en faire des bureaux adaptés aux nouvelles exigences des entreprises, puisqu'il faut naturellement qu'elles puissent continuer à se loger, même dans des surfaces plus petites que précédemment. Et puis parfois, et effectivement c'est encore trop marginal pour des raisons notamment de freins réglementaires, de freins administratifs, pour laquelle la France regorge historiquement d'inventivité, qui empêchent de changer radicalement l'usage de ces bureaux anciens. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours une activité, il y a toujours de l'investissement privé. La question, et on va y revenir, c'est la place du public là-dedans, comment on fait pour orienter un petit peu le sens de l'histoire, pour ne pas se retrouver à la fin être le dindon de la farce, à ne devoir que payer et regarder passer les trains sans contrôler d'une manière ou d'une autre ce qu'il advient de ce territoire. Ouais, c'est vraiment le cœur du problème, hein, ou en tout cas un des problèmes posés. Vous avez cité la question de la problématique réglementaire, et je vais me tourner vers vous, Thierry Vachon. Comment on l'a fait évoluer, cette réglementation ? Parce que finalement, aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs problématiques à prendre en considération, que ce soit sur l'aspect bâtimentaire, mais aussi plus administratif, si j'ose dire. Comment est-ce que vous arrivez finalement à vous projeter ? On ne sait pas quelle sera la suite encore pour ce quartier. Non, bonjour à tous et à tous. Effectivement, on ne connaît pas la suite, elle reste à écrire, mais on sait aujourd'hui qu'effectivement, le cadre réglementaire est peut-être pas tout à fait adapté, parce qu'on a des réalités qui viennent d'être évoquées, qui sont ce que l'on a pu effectivement découvrir après la pandémie, les évolutions sociétales que l'on peut voir, qui vont effectivement, si elles ne sont pas un petit peu adaptées, rendre difficile l'adaptation de ce quartier. Aujourd'hui, on vient de l'évoquer, on a un quartier qui a été avec une déterminé depuis la fin des années 60, avec une programmation extrêmement fixe, faite par immeuble. À l'époque, on a découpé, pour ceux les plus anciens qui se souviennent, les lots, c'était plutôt bureau, plutôt habitation, il y avait des PB, des CH, etc. Donc c'était quelque chose de très programmatique et très figé, qui correspondait effectivement à la volonté de créer du bureau, de créer du logement de façon autonome. On voit aujourd'hui que ces besoins-là sont complètement obsolètes. Ça a été évoqué à l'instant. On ne peut plus raisonner simplement comme ça, en disant on va construire un immeuble de bureau et puis les salariés viendront peut-être de l'Est de Paris avec des transports, et on connaît toutes les difficultés des transports vers la Défense pendant les dernières décennies. Bien entendu, on ne peut plus raisonner comme ça. Il faut que la réglementation évolue. Et je dirais un petit peu, à la fois, peut-être pour des questions de fluidité dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, le modèle où on a un immeuble de bureau, un modèle d'habitation, des équipements publics est peut-être probablement dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où il coexiste des immeubles, on a probablement demain besoin d'immeubles qui collaborent entre eux. On aura probablement des services communs de plus en plus, on le voit bien. On voit bien que les bureaux qui se construisent neufs aujourd'hui offrent de plus en plus de services, qui sont des services qui finalement permettent aux salariés d'avoir avec eux une partie de leurs besoins personnels qui sont gérés, les conciergeries, des loisirs, des besoins extérieurs. Et puis on voit bien que le bureau, effectivement, c'est aussi un peu transporté dans le logement. Donc on a probablement dans l'espace un besoin d'une plus grande collaboration entre les immeubles, entre ce qui est habitation, ce qui est bureau, et puis ce qui est équipement public, bien entendu. Ça, c'est dans l'espace. Et puis dans le temps... Ça vous oblige à réécrire, vous aussi, la littérature, si j'ose dire ? Bien entendu. Alors on a l'habitude, vous savez, la Défense, c'est probablement un des plus beaux laboratoires juridiques qui existait, puisque les notaires du Grand Paris, le Grand Paris n'existait pas, mais dans les années 60, ont accompagné la création. La Défense, vous savez, on le sait, je pense, mais c'est un Lego. C'est là où on a inventé la division de la propriété dans l'espace. Et je peux vous assurer, pour voyager beaucoup, que c'est quand même un concept, même encore aujourd'hui, très très novateur. Diviser la propriété dans l'espace, c'est une invention effectivement des notaires de Paris et de sa région qui, à l'époque, a permis le développement de la Défense, qui aujourd'hui devra évoluer, qui aujourd'hui pose des difficultés. Mais enfin,
à la limite, le droit suit toujours. Ne vous inquiétez pas, on trouvera les solutions juridiques. Mais on a des problématiques administratives aujourd'hui. On a des problèmes d'usage, de destination. Comment est-ce qu'un même bâtiment peut, une tour, un IGH, c'est pas très facile d'avoir à la fois une partie à usage de bureau, une partie à usage d'habitation. On a des normes qui doivent bouger. Et puis également la réversibilité de ces usages. On voit effectivement qu'il y a plusieurs problèmes et on va en venir au principal. Je me tourne vers vous, Richard Curnier. Ce n'est pas un petit sujet, c'est celui des finances. On a commencé à l'évoquer. En fonction du projet qui va se dessiner, on saura où aller chercher les financements, privés, publics, les deux. Ça va dépendre, mixité ou pas, quel type de mixité, pour quel retour sur investissement. Finalement, c'est aussi un petit peu ça le fond du problème. Oui, bonjour à tous. En fait, on a, Banque des Territoires, vous le savez, on a deux casquettes. On a une casquette de financeur de long terme, et ça, c'est grâce à votre épargne, puisque le livret A que vous avez dans votre banque, il est centralisé à la Caisse des dépôts, et nous, cet argent-là, on le retransforme pour les collectivités locales et les bailleurs sociaux sur des durées de très long terme, puisqu'on peut prêter jusqu'à 40, voire 50 ans. Et donc, c'est pour quand même des financements propre aux collectivités locales, hein, donc on n'est pas sur du financement, le propriétaire de tour ne pourra pas emprunter sur des fonds d'épargne. Et ensuite, on a une casquette d'investisseurs, donc en fonds propres, là pour le coup, c'est les fonds propres de la Caisse des dépôts qu'on investit dans les projets. Alors déjà, on intervient, tout à l'heure Pierre-Yves Guis a parlé de l'infrastructure avec EOL, ça c'est un sujet que nous finançons déjà, on finance sur le très long terme. Et puis après, on intervient aussi avec notre casquette d'investisseurs, avec des opérateurs qui sont de plus en plus nombreux à venir nous voir, justement pour ce changement d'usage. C'est-à-dire aujourd'hui, transformation de bureaux en coworking, de bureaux en résidence d'étudiantes, de bureaux en hôtellerie. Et donc là, on regarde chaque modèle économique, parce qu'aujourd'hui, forcément, il y a des sujets de réinvestissement. Ça coûte cher de transformer. Et les loyers ne sont pas, ils sont limités. En tout cas, ils dépendent forcément du modèle économique de chaque opérateur. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même la transformation, c'est des sujets quand même qui sont assez complexes. Là, nous avons fait, pas très loin, ici les Moulineaux, une transformation d'un immeuble de bureau qui s'appelle Le Vaisseau, un immeuble qui a été conçu par Jean Nouvel pour accueillir une école, l'école de l'Institut catholique de Lille. Donc on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des problématiques juridiques, il y avait des problématiques aussi de transformation, de technique. Bon, maintenant, on arrive assez bien à le faire, mais ça coûte beaucoup plus cher, forcément, et donc du coup, ça doit s'amortir sur le très long terme. Donc on a besoin de financement de long terme pour amortir ce coût de transformation. On va les chercher où, Pierre-Yves Guis, ces financements, justement? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous? Et je vous ferai réagir, évidemment, Éric Césari, parce qu'on a le sentiment que certains sont assez encore frileux à venir épauler cette transformation du quartier d'affaires. Est-ce que je me trompe? Alors promis, je vais finir par vous répondre sur le financement, mais avant d'en arriver aux moyens, il faut s'interroger aussi sur les fins. C'est un territoire, ça a été dit, sur lequel on a une forme d'urbanisme qui a beaucoup de qualités, mais qui a aussi des défauts ou des contraintes. La grande hauteur, la grande surface des immeubles, le fait que ce soit encore, malgré tous les efforts depuis des années, des aménageurs successifs, un quartier qui soit assez coupé du reste de la ville et de la métropole. Et donc, il ne faut pas, à mon sens, céder à la tentation de projeter de manière simpliste ce dogme de la transformation de bureaux en logement, en disant on a trop de bureaux, on a des bureaux vacants, une crise du logement, donc à cela ne tienne, on transforme les bureaux de la Défense en logement. On sait qu'un immeuble moyen à la Défense, c'est 40, 50, 60 000 m². Et on sait par ailleurs que l'histoire nous enseigne que ces grands ensembles de 40, 50 000 m² en logement d'un seul tenant sur des dalles sans équipement public, ça donne rarement des choses souhaitables sur la durée. Donc il faut s'interroger. Est-ce qu'on peut réellement en faire un quartier de vie comme un autre quartier de Paris aujourd'hui? D'une certaine manière, c'est déjà un quartier de vie, puisqu'il y a des gens qui y vivent, il y a 15 000 habitants, il y a des gens qui y travaillent, qui y vont jour et nuit, encore plus depuis quelques années avec l'essor de l'enseignement supérieur, qui s'est réimplanté après un premier temps dans les années 70-80. Et donc on a plus qu'à une certaine époque, et peut-être plus même qu'avant la pandémie, des gens qui vivent à la Défense, mais effectivement, ça ne fait pas encore ville, au sens où il n'y a pas d'enracinement, d'appropriation, il n'y a pas d'identité, ou en tout cas pas assez d'esprit de ce territoire. Donc la clé,
on va venir au financement et aux moyens d'y parvenir. Mais la clé, c'est avant tout, et je pense que c'est partagé par tous ceux qui sont sur scène avec moi, notamment par les utilisateurs, la clé, c'est de reconstruire une histoire et un récit des lieux. En fait, c'était le grand quartier d'affaires accueillant le capitalisme français triomphant des années 60. Ça a été le lieu d'invention de la financiarisation de l'immobilier. Il faut que ce soit le lieu d'invention d'autres choses aujourd'hui. Donc, de la ville post-carbone, c'est le défi qu'on s'est donné à la sortie de la pandémie. Et peut-être qu'on peut aller encore plus loin, inventer, démontrer qu'on peut faire de la mixité verticale, que ce n'est pas réservé à l'Amérique du Nord ou à l'Asie, et qu'on peut, avec toute cette surface déjà bâtie, déjà artificialisée, tout ce qui a été dépensé en argent et en matériaux, en énergie, en ressources, pour équiper, pour construire ce quartier, en faire le lieu d'invention d'une nouvelle manière de faire de l'urbanisme dense. Mixité verticale, hein, c'est ce que vous avez employé comme terme. Katayoun Panahi, vous venez, je crois, de mener une étude justement sur le devenir de ce quartier d'affaires et puis aussi les points de vigilance, sans dévoiler la totalité, parce que je sais que ce sera fait dans quelques jours. Quelles sont les grandes lignes ou en tout cas les points qui vous paraissent saillants? Absolument. L'Aude, l'association des utilisateurs de la défense, qui porte à la fois la voix des utilisateurs, des locataires, mais aussi des propriétaires, des gestionnaires d'actifs, des promoteurs, des aménageurs, enfin de tous ceux qui ont un intérêt sur le quartier de la Défense, a piloté une étude confiée à Deloitte, dont nous révélerons les conclusions et les propositions lors de notre conférence le 1er octobre, à laquelle évidemment vous êtes tous conviés, a ressenti le besoin justement de faire cette étude pour redessiner un peu l'avenir du quartier. On l'a dit tout à l'heure, le quartier de la Défense, c'est un trésor. C'est pas juste une opération d'intérêt national, comme on utilise le jargon technico-administratif. C'est un trésor national. C'est un trésor au sens littéral du terme, compte tenu des retombées économiques. Hein, c'est 10% du PIB national. Eric l'a cité tout à l'heure. C'est en valeur d'actifs 40 milliards d'euros à peu près. Alors c'est une valeur qui est un peu fluctuante en ce moment du fait de la crise de l'immobilier, mais c'est quand même 40 milliards d'euros. Donc c'est un trésor national. C'est un trésor national aussi au sens patrimonial, au sens architectural, au sens technologique et industriel. C'est quand même des prouesses technologiques. C'est les plus hautes tours qu'on a pu réaliser en France, voire même en Europe. Donc, c'est le savoir-faire, c'est la vitrine du savoir-faire des entreprises françaises qui s'est déployée là. C'est un trésor à tout point de vue. C'est aussi la plus grande dalle piétonne. Donc on disait tout à l'heure, parmi les spécificités, c'est peut-être des contraintes, mais aujourd'hui, à l'heure où la plupart des métropoles cherchent à piétoniser leur centre-ville ou cherchent à réduire la circulation... Il faut transformer ces contraintes en avantages. Exactement, on a des atouts incommensurables à la Défense. Donc comment tirer profit de ces atouts et comment renforcer ce rôle de trésor national, mais dans un contexte qui est en profonde transformation, transition. Et donc, il s'agissait au départ, lorsque la Défense a été créée en 1958, Général de Gaulle, Paul Delouvrier, d'en faire le quartier d'affaires. Bien, aujourd'hui, il faut sans doute redessiner un nouveau projet pour ce territoire, un projet partagé par l'ensemble des parties prenantes, aussi bien les acteurs privés que les acteurs publics, à tous les échelons. Et donc, c'est précisément l'ambition qu'a portée l'Aude à travers l'étude que nous révélerons le 1er octobre. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce futur quartier? Est-ce qu'on met du co-living, du coworking? Est-ce qu'on met des commerces en pied d'immeuble? Eric Césari, comment on le transforme? C'est quoi la conversion de la Défense? Vous me regardez, donc je suppose que c'est moi que vous interpellez. D'accord. Je pense qu'il faut avoir deux choses en tête. D'abord, il faut avoir en tête que ce quartier d'affaires, on parle de l'OIN de la Défense en réalité, hein, parce que le quartier d'affaires, entre guillemets, il a tendance à se développer avec une autre OIN qui est également pilotée par Paris-La Défense, mais d'une autre façon. C'est l'OIN La Garenne-Colombe-Nanterre. En tout cas, pour rester sur la dalle, pour faire simple, il ne faut pas oublier qu'on a quasiment 50 000 habitants. Voilà. C'est une ville. Ce n'est pas seulement un quartier d'affaires, c'est aussi une ville. Et donc, il faut avoir cette idée de développer, on l'a tous souligné, un quartier de vie. Et ce n'était pas le cas jusqu'à une époque assez récente. Finalement, on était un peu
Monsieur le Président, le notaire le soulignait tout à l'heure, on est dans une logique de construction immeuble par immeuble, enfin, et il n'y avait pas de stratégie de développement. Finalement, l'État se contentait de vendre du foncier et des mètres carrés. Aujourd'hui, on est dans une autre logique qui est celle d'un quartier de vie. Et donc, il faut effectivement renforcer tous les lieux qui permettent cette convivialité. Ça suppose une action de l'ODE, c'est-à-dire une action qui permet l'interaction entre tous les acteurs de la défense. PLD est là pour insuffler une énergie, mais il faut que les acteurs s'y mettent eux-mêmes. Deuxièmement, il faut que les transferts se fassent de manière facile, qu'une porosité plus grande, et on y travaille beaucoup, soit installée entre les villes même, c'est-à-dire Puteaux, Courbevoie pour l'essentiel, et puis donc la dalle. Et puis troisièmement, il faut renforcer les implantations qui sont celles, c'est déjà assez largement le cas, par exemple des campus. On a pas mal d'étudiants, je ne sais plus combien on a de milliers d'étudiants, enfin Pierre-Yves doit le savoir mieux que moi, mais on a plusieurs milliers d'étudiants sur le site. Il faut renforcer tout ce qui anime et qui fait que le quartier d'affaires n'est pas mort le week-end, quoi. Voilà, pour faire simple, pour faire un truc. On parle beaucoup des lignes, évidemment. Hein. Là, on a la ligne 15, pour le coup, entre autres. Mais la ligne 15, c'est aussi un intérêt particulier, parce qu'il y a Courbevoie, parce qu'il y a le lycée international, parce que ça peut être aussi Bien sûr. Une source d'attractivité pour les grands groupes qui vont venir s'installer ou se réinstaller. D'abord, pour le quartier d'affaires lui-même, l'attractivité, elle passe évidemment par la capacité à avoir une accessibilité aisée. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des entreprises ne peuvent plus lever le petit doigt sur une implantation, un mouvement, un déménagement, je ne sais quoi, sans avoir consulté ses employés, les salariés. Et les salariés sont extrêmement exigeants sur la capacité à rejoindre leur lieu de travail. Et on voit bien, d'ailleurs, ça a été le cas quand Total a interrogé ses salariés sur le choix du site. Ils ont maintenu le site qui est le futur The Link, à la Défense, côté Puteaux, malheureusement, pour Courbevoie. Enfin bon, c'est la Défense quand même. Et donc, il y a un vrai choix stratégique qui a été fait par les salariés. Parce que accessibilité, facilité, etc. Bon, il faut aller évidemment plus loin. La ligne 15 vient renforcer tout ce dispositif, mais il y a aussi les liaisons douces. On travaille beaucoup avec l'établissement sur les liaisons, par exemple pour les vélos, etc. Vous savez qu'à une époque, on ne pouvait pas accéder à la dalle en vélo, c'était interdit. Bon, il y a une évolution. Après, vous me permettez une petite incidente. Attention aux effets de mode. Et je ne parle pas pour le vélo, mais pour les bureaux. Souligné tout à l'heure. Ce matin, je voyais, j'ai pas eu le temps de voir le détail, mais j'ai vu qu'Amazon disait c'était terminé le télétravail. Bon, ça interroge. Vous voyez, je pense qu'il faut être attentif au marché. Il faut savoir s'adapter au marché et à ses demandes. Mais il faut faire attention à ne pas penser qu'on passe du tout blanc au tout noir, quoi. Dans les projets, justement, qui sont imaginés, je parlais tout à l'heure des commerces en pied d'immeuble et je voulais vous donner la parole, Richard, parce qu'on peut imaginer des foncières d'immeubles pour justement gérer ces commerces, ces futurs commerces. Vous me permettez juste un mot en avance? Allez-y. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet, alors que ça me passionne un peu, mais les commerces en pied d'immeuble, ça suppose une stratégie et une étude des flux. On ne peut pas se permettre de créer des commerces n'importe où. Voilà. Il ne suffit pas de dire on a un immeuble et on va faire un commerce pour l'animer, le pied d'immeuble. S'il n'y a pas de flux, ça ne marche pas. Oui, enfin, tout à l'heure, Éric Césari a dit c'est 50 000 habitants. Ouais. C'est une ville. C'est une ville et en plus, il y a de plus en plus d'étudiants. Donc ça veut dire que derrière, il faut regarder une offre commerciale, une offre de restauration adaptée, une offre de loisirs aussi, parce que ces jeunes, bien évidemment, qu'ils ont besoin aussi à la fois de commerce, mais à la fois de loisirs. Donc oui, on avait travaillé déjà avec Pierre-Yves sur ce type de sujet. Il faut que ça soit effectivement adapté, on l'a dit. Et nous, Banque des Territoires, on est actionnaire de plusieurs foncières et donc on est prêt bien évidemment à regarder comment on peut travailler, redynamiser ce sujet. On l'a fait pas très loin. Je vous donne encore un exemple, c'est sur Nanterre. Sur Nanterre, on porte avec notre investisseur 15 000 m² de rez-de-chaussée d'immeubles sur du commerce classique, de la restauration. On porte également les bureaux de cinéma.
et ça fonctionne assez bien. On a très peu de vacances et on a quand même un bon dynamisme aujourd'hui des commerces. Donc oui, ça c'est des sujets qu'on peut regarder et on serait ravis de travailler bien évidemment avec PLD sur ces sujets. Pierre-Yves Guis, ça commence à se dessiner vraiment les contours de ce qu'on veut mettre dans le futur quartier, alors d'affaires ou de vie, je ne sais pas, peut-être les deux, de la Défense. Oui, et en même temps, je pense qu'il faut garder une forme de souplesse, d'adaptabilité. Enfin, Éric Césari le disait à l'instant, il faut se garder absolument des effets de mode. Enfin, la Défense est une succession d'ères. On parlait en introduction de la discussion du fait qu'en gros, tous les 15 ans, depuis que le quartier existe, il y a eu une crise dont on pensait que le quartier ne se relèverait pas, et à la suite de quoi on a mis en place des plans de relance, des plans de développement, etc., en allant à chaque fois assez loin dans l'affirmation d'un paradigme, notamment du paradigme de la ville tertiaire. Ce que le passé récent nous enseigne, à mon sens, c'est avant tout la modestie. On ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. On parlait des projets neufs du siège de Total, et j'espère qu'il continuera d'y en avoir d'autres. On n'est absolument pas opposé, même si ça ne peut plus être le sens majoritaire de l'histoire, mais est-ce qu'on continue de construire des sièges sociaux, des immeubles ambitieux à la Défense? Mais il ne faudra pas oublier, ce faisant, qu'un immeuble, c'est vrai à la Défense, c'est vrai partout ailleurs, entre le moment où vous avez l'idée et le moment où vous le remettez à la fin à son utilisateur, il se passe une dizaine d'années, peut-être 8 si vous êtes très bon, 12 si vous avez quelques ennuis. Et donc, qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui, si on devait lancer un tel projet demain, que d'ici 10 ans, on n'aurait pas de guerre, de pandémie, ou, sans aller dans ces extrémités, de réinterrogation, de nouvelles réinterrogations, de nouvelles évolutions de la stratégie immobilière des entreprises, du comportement notamment des jeunes générations. Et donc, ça doit, voilà, au-delà de la modestie, nous apprendre à rester flexible, rester adaptable. Et de ce point de vue-là, on parlait de la maîtrise des pieds d'immeuble, je pense que le raisonnement doit aller bien au-delà. Et j'en viens à votre question du modèle. Aujourd'hui, la création de valeur, autant d'usage que financière, elle ne se fait plus dans l'aménagement traditionnel à la française, c'est-à-dire lotir des terrains, mettre des routes et vendre des bouts de terrain à des promoteurs. Elle se fait dans la réintervention sur l'existant. J'enfonce une porte ouverte. Mais le problème, c'est que les aménageurs français traditionnels, dont Paris La Défense, l'ancien NEPAD, fait partie, ne sont pas outillés, ni en termes de mode d'intervention, ni surtout en termes de compétences légales et réglementaires, pour intervenir dans cette chaîne de transformation du bâti existant. Et c'est ça la clé. Et donc, au-delà, et j'en finis là, au-delà de racheter, d'intervenir directement sur des pieds d'immeubles, ce qui est une condition nécessaire à tout ce qu'on est en train de dire, je pense qu'il faut d'ores et déjà envisager l'étape suivante, c'est-à-dire intervenir en dur, que le public intervienne en dur, pas forcément de manière systématique, on n'est pas en URSS, mais sur la rénovation des bâtiments existants eux-mêmes, et pas seulement l'aménagement de l'espace public. Je vous vois réagir, Katayoun Panahi, et puis après je donnerai la parole à Thierry Vachon. Je pense que Pierre-Yves a tout à fait raison de souligner la question de la nécessité d'avoir une vraie stratégie pour permettre à la fois au pouvoir public, l'aménageur, mais aussi aux acteurs privés, de pouvoir prendre les choix, les décisions de financement. Autant, comme le souligne Pierre-Yves, aujourd'hui, on a un vrai sujet sur le modèle d'aménagement. Ce que je disais tout à l'heure, partout en France, ce n'est pas simplement propre à la Défense. La question se pose avec acuité à la Défense compte tenu de la densité de ce quartier, mais c'est valable pour toute la France. Il faut repenser le modèle de l'aménageur et comment on finance l'aménagement des espaces publics dès lors qu'on n'a plus de recettes d'aménagement liées aux nouveaux droits à construire. C'est un vrai sujet. Mais du côté des acteurs privés, la question se pose aussi de savoir finalement pour quelles raisons je vais investir des centaines de millions d'euros pour transformer ma tour, alors que si c'est pour transformer ma tour de bureau en nouvelle tour de bureau, j'aurais pas forcément l'assurance de remplir ma tour et donc d'en tirer la rentabilité que je pouvais escompter précédemment. Donc on voit bien qu'on est aussi là à un changement de modèle que nous devons accompagner, parce que le propre de n'importe quel investisseur, et Richard le disait, c'est valable pour la Banque des Territoires, la Caisse des Dépôts, c'est d'avoir un retour sur investissement. C'est d'avoir un retour sur investissement et d'avoir de la visibilité, de savoir finalement quel est le projet. Autrefois, les investisseurs étaient prêts à investir des centaines de millions d'euros pour transformer, renouveler leurs actifs à la Défense, parce qu'ils savaient que derrière, c'était une tour de bureau qu'on allait pouvoir louer et avoir telle rentabilité. Demain, on ne sait pas exactement ce que va être la Défense, d'où la nécessité de travailler ensemble, privé
et public à un nouveau projet qui va donner de la visibilité, réécrire finalement un récit pour ce territoire. Et là, ça permettra de faciliter les choix d'investissement pour tous les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, autour d'un projet. C'est vraiment essentiel de retravailler ce projet. Mais si je vous suis bien, les uns et les autres, on a une page blanche, on a une coquille, il faut refaire tout le Tetris à l'intérieur. Ouais, alors c'est pas forcément une page blanche parce que non, mais part pas de rien. On a quelque chose, bien sûr, voilà. mais on a gommé tout ce qu'il y avait à l'intérieur et on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce que en 58, quand on a créé la défense ex nihilo, là on partait d'une page blanche. C'était sans doute plus facile que de faire du neuf avec de l'ancien, hein, ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais il y a énormément d'atouts, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, et je pense que ce quartier, qui a toujours été un laboratoire expérimental, qui a toujours été à l'avant-garde technologique, patrimoniale, etc., pourra renouer avec ce passé. Mais encore faut-il un travail partenarial, et c'est l'objet de l'étude que nous avons essayé de réaliser au sein de l'Aude avec l'ensemble des parties prenantes pour redessiner le visage de ce quartier et redonner confiance en fait aux investisseurs. Il faudra vraisemblablement que les pouvoirs publics accompagnent, on le disait tout à l'heure avec le président de la Chambre des notaires, il faut sans doute qu'il y ait des évolutions aussi réglementaires, des évolutions législatives, des évolutions fiscales. Juste un exemple, et je laisse la parole, sur la fiscalité, par exemple, on voit bien qu'aujourd'hui, là aussi, on est à la fin d'un modèle. La fiscalité actuelle fait que quand vous êtes propriétaire d'une tour de bureau, que vous démolissez votre tour pour en refaire une neuve, vous arrêtez de payer la taxe foncière, la taxe sur les bureaux, etc., alors que quand vous voulez transformer votre actif, pendant toute la durée des travaux, en général 4 à 5 années, vous continuez à payer la taxe sur les bureaux, la taxe foncière, etc. Donc on voit bien que même la fiscalité est contre-incitative aujourd'hui pour transformer l'existant plutôt que de démolir et de reconstruire, ce qui va à l'encontre des défis écologiques. Sur le réglementaire, effectivement, on voit tout le travail qui vous attend et sur l'aspect fiscal aussi, puisqu'il va falloir aller convaincre. Et je vous donne la parole à tous les deux, bien sûr. L'aspect fiscal est peut-être le plus simple quand même, parce qu'on a vu à la Défense, il y avait eu des périodes où effectivement ce problème n'existait pas, donc ça c'est assez facile à régler. L'aspect réglementaire global, lui, est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on a une vraie adaptation du droit à obtenir. Aujourd'hui, tout le droit de l'urbanisme, ce qui règle la construction, règle la construction. C'est-à-dire qu'on a un droit qui, essentiellement, s'intéresse à une opération à un moment donné dans le temps. Je veux construire, je dois demander un permis de construire, il y a un certain nombre de normes, de règles, etc., qui sont appliquées. Et ce qui est aménagement, programmation, relève plus de l'aménageur, de cahier des charges, de règles qui s'appliquent dans le temps. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le modèle est un petit peu probablement au bout, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'avoir une autorisation d'urbanisme qui se projette dans le temps, qui soit programmatique. Et on a une discussion effectivement qui a lieu à travers un cahier des charges, à travers un aménageur, ce qui est tout à fait normal. Et finalement, c'est un modèle très complexe, très difficile et qui donne peu de visibilité à un investisseur. Donc on doit réfléchir. On a commencé à réfléchir. Les Jeux Olympiques ont été l'occasion de le faire. On a eu ces permis à destination successive. On doit réfléchir à avoir une police de la construction qui soit différente et qui se projette dans le temps et non plus simplement sur un acte de construire. C'est assez complexe. Vous dites peu de visibilité pour l'investisseur, mais vous dites aussi laboratoire, donc lieu qui a toujours réussi à se réinventer. C'est paradoxal, mais c'est aussi ça qui fait qu'on continue à avoir des investisseurs qui suivent le projet à la Défense et qui ont envie de mettre de l'argent dans ce lieu en devenir. Oui, il faut qu'il y ait un projet. Il faut qu'il y ait un projet. Nous sommes des investisseurs de long terme. Catalogue l'a dit, il faut qu'on amène une visibilité, il faut qu'il y ait de l'attractivité. Alors nous sommes un investisseur minoritaire. On n'ira pas tout seul. Mais en fait, le fait qu'on puisse regarder le dossier et qu'on puisse y aller, ça permet aussi... Ça sécurise aussi. D'inciter les autres investisseurs à venir. En fait, c'est ça le sujet. Et donc, et le projet doit être regardé, mais Catalogue l'a très bien dit, sur les différentes dimensions. Sur ces sujets, on a parlé d'attractivité commerciale, de décarbonation. On est beaucoup sensible, nous aussi sur les sujets de réseau, de chaleur. Tout à l'heure, Marie-Hélène Millot en parlait sur la géothermie. Donc ça, ce sont des sujets qui nous intéressent. Donc l'infrastructure, à la fois transport, l'infrastructure aussi en termes de réseau,
pour décarboner. Puis après, il y a tous les sujets d'usage. Donc l'investisseur a besoin d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble des champs du projet. Je vais terminer peut-être avec vous, Pierre-Yves Guis, et avec vous, Éric Césari. La défense est pour vous aujourd'hui clairement emblématique des grands programmes du Grand Paris, justement. C'est un exemple. Je sais pas, je commence si tu... Oui. Je sais pas, c'est un exemple parmi d'autres, mais en tout cas, ça reste un des derniers territoires sur lesquels on a finalement, et malgré tout ce qu'on vient de dire et qui est légitime, exceptionnellement finalement peu de contraintes. Je veux dire, il n'y a pas de PLU hyper restrictif à la défense. Il y a pas c'est un territoire qui a toujours eu une tradition, en tout cas depuis qu'il existe, d'invention, d'innovation, de réinvention également de la manière de faire la ville, de réinvention du tissu économique de la France. On a toujours attiré en priorité les entreprises étrangères notamment et les investissements étrangers en France à la défense. Donc voilà, on a, à mon sens, je crois que tout le monde en convient, toutes les cartes en main pour réussir ce défi, à condition voilà, d'apporter les ajustements plus ou moins grands, mais qui relèvent de la tuyauterie. C'est de la tuyauterie qui peut être politique, qui peut être complexe d'un point de vue financier ou institutionnel, mais ça reste de l'intendance au service d'une cause effectivement qui nous dépasse et qui est au moins d'échelle métropolitaine, voire davantage. Merci, vous n'avez pas cité depuis 45 minutes le sujet des tours Hermitage, qui ont fait des discussions sur la défense pendant ces 15 dernières années. Normalement, ça aurait été la deuxième ou troisième question. Tout le monde connaît cette histoire. On a aujourd'hui, donc ce projet étant désormais mort et enterré, on a un foncier exceptionnel de plus d'1 hectare qui est à l'entrée, à l'interface, à l'articulation exacte entre la Défense et Paris, qui est vierge de projet aujourd'hui, dans un territoire complètement artificialisé, complètement équipé, où on peut faire, si je puis m'exprimer ainsi, n'importe quoi, dans la mesure où ça a un sens urbain économique, mais n'importe quoi, il y a très peu, quasiment pas de contraintes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres endroits dans le Grand Paris, notamment dans la zone hyperdense, où on a des terrains de jeu de la sorte qui permettrait d'ici 5, 10, 15 ans au Grand Paris de compter un nouveau démonstrateur urbain, architectural, technique, énergétique de ce qu'est l'économie, la ville à la française? Je ne le pense pas. Et c'est ça qu'il faut chérir et préserver pour l'avenir. Avec Césari. Je vous laisse le mot de la fin. On revient à vous. On a commencé avec vous, on revient à vous. Modèle, donc, avec encore des potentialités, des ambitions, ça c'est certain, oui. Mais encore du potentiel en tout cas. Il y a du potentiel, il y a vous savez, je vais faire vieux barbon presque, mais ça fait à peu près 15 ans que je suis au conseil d'administration, alors sous une forme ou sous une autre. J'ai dû entendre 50 fois, c'est la fin du modèle, c'est fini la défense, etc. Bon, on est toujours là. C'est un ensemble iconique pour le pays. C'est à la fois iconique sur le plan architectural, sur le plan d'un lieu de vie particulier. C'est le plus grand musée à ciel ouvert d'Europe, avec des œuvres d'art extraordinaires. Alors après, on aime, on n'aime pas, mais chacun ses goûts, mais c'est de l'art. Et il est là, il est présent. C'est un outil économique qui pèse dans le PIB du pays. Et donc moi, le point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est de dire que ce joyau, c'est un joyau national. Il faut l'avoir en tête. Il faut arrêter de penser que la Défense, c'est l'ouest de Paris. La Défense, c'est le pays. Ce quartier d'affaires, c'est le pays tout entier. Voilà. Et donc, on a intérêt à le préserver. Merci. Merci à tous les 5 d'avoir pris part à ce débat.